Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de toutes mes lectures du mois de février. Et ce mois-ci encore, on va faire le grand écart et il y aura quelques lectures un petit peu mitigées. Mais l'avantage, c'est que la grande majorité de ces lectures, je vous les ai vloguées et la plupart de ces vlogs sont déjà sortis. Donc vous pourrez toujours retrouver mon avis plus en détail dans les vlogs qui sont dédiés et dont je vais vous reparler. Mais d'abord, un petit point statistique. Au mois de février, selon Notion, j'ai lu 8 titres. Mais sur ces 8 titres, il y en a un dont je vous ai déjà parlé sur le mois de janvier puisque je l'ai lu à cheval sur fin janvier et début février. C'était L'ombre du shogun, juste ici. J'avais lu environ la moitié en janvier et l'autre moitié tout début février, et apparemment je l'avais compté dans mes lectures de janvier, donc on va pas le compter pour aujourd'hui. Et je ne compte pas ma lecture qui est en cours puisque à la toute fin février j'avais lu uniquement 130 pages et ça reste une petite portion comparée aux 650 pages du tome 4 de Dungeon Chronicle, donc il va compter plutôt pour le mois de mars, celui-ci. Ceci dit, si on prend en compte les 135 pages que j'ai lues de Dungeon Chronicle, les 200 pages que j'ai lues de L'ombre du shogun, ainsi que toutes les lectures que j'ai pu faire sur le mois de février, on est sur un total de 3332 pages lues. C'est pas mal, et vous allez voir, j'ai quand même lu de sacrés pavés. Donc sur ces 7 titres lus officiellement sur le mois de février, il y a eu, comme je vous ai dit, un abandon, mais il y a aussi un coup de cœur. Et sur ces 7 livres, il y en a 6 que j'ai lus en version papier et 1 uniquement en version numérique sur ma Kobo. Et sur les 6 papiers, il y en avait 5 qui étaient dans ma pile à lire et 1 que j'ai emprunté à la médiathèque. Ceci dit, au niveau de la note moyenne pour le mois de février, elle est plutôt haute puisqu'on est sur une moyenne de 3,83 étoiles sur 5. C'est parce que oui, il y a eu un abandon et un coup de cœur, mais l'abandon, je ne le note pas puisque je ne l'ai pas terminé. Et même s'il y a eu un coup de cœur, les autres lectures ont été soit très bonnes, soit dans le haut du moyen. On se comprend. D'ailleurs, petit sujet, est-ce que quand vous abandonnez un livre, vous le notez ou pas ? Moi, je le note pas parce que je suis pas allée jusqu'à la fin, mais du coup, c'est vrai que ça peut augmenter ma moyenne. Est-ce que vous, quand vous faites vos calculs de moyenne, vous mettez un 0 ou un 1 à un abandon ? Bref, revenons à nos stats. Sur le mois de février, j'ai lu uniquement en français, donc 7 titres en français, 0 en anglais. Mais j'ai terminé une série, j'en ai avancé 2 et j'en ai commencé une. Et enfin, pour ce qui est du plus gros livre que j'ai lu sur le mois de février, c'était Haro la 9e avec 619 pages. Ouais, et 619 pages d'incompréhension. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans les avis livresques. Et ce mois-ci, j'ai bien envie de faire un avis par ordre chronologique. Tout simplement parce qu'il faut que je vous mentionne donc que j'ai terminé au début février L'ombre du shogun, qui est le tome 3 sur 4 de la série de Camille Monceau, Les chroniques de l'érable et du cerisier. Je vais pas revenir sur mon avis puisque je vous l'ai déjà fait sur le mois de janvier, mais je voulais le mentionner, il m'a pris encore quelques jours de lecture sur le mois de février. Et c'est un beau bébé, il fait partie des raisons pour lesquelles j'ai lu peu, entre guillemets, de livres au mois de février parce que c'est bien rempli. Et je vous l'ai déjà mentionné, mais le style d'écriture de Camille Monceau est très poétique et très lyrique, donc ça prend du temps de lecture, déjà pour comprendre ce qui nous est dit, mais aussi et surtout pour apprécier la beauté de la plume. Donc celui-ci m'a permis d'avancer une série, mais je ne l'ai pas compté dans ces stats-là, puisque ça comptait pour le mois de janvier. Ensuite, vous vous souvenez peut-être que j'ai lu Upgrade de Blake Crouch, que j'ai lu dans un vlog dédié. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre dans la description sous la vidéo tous les liens pour les différents vlogs et vidéos que je cite. Et donc vous allez retrouver le vlog dédié à Upgrade, qui avait été la lecture que vous aviez choisie dans le dernier book haul sur la chaîne, le book haul de novembre et décembre. Donc pour celles et ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, déjà bienvenue et merci de me suivre. Et sachez donc que tous les 2 mois environ, je propose une vidéo book haul et à la fin de cette vidéo, je vous demande de voter pour l'un des titres que je n'ai pas encore lu pour que je le lise en priorité. Et cette priorité passe donc dans un vlog lecture dédié. Ça a donc été chose faite avec Blake Crouch et Upgrade. Je suis à jour dans mes Blake Crouch de ma bibliothèque, mais il me reste encore à découvrir de l'auteur. Auteur qui écrit quasi uniquement, en tout cas pour tous ceux que j'ai lus, du thriller dans un monde de science-fiction. Et c'est vraiment le côté science-fiction qui va primer. Ici, par exemple, notre personnage principal, Logan, va voir son ADN modifié à la suite d'un incident biologique. Son ADN va muter et il va devenir en somme
un surhumain. Donc on va aborder évidemment le débat autour des mutations génétiques, de l'impact de l'homme et de l'humanité sur son environnement et sur lui-même. C'est un roman que je suis très contente d'avoir sorti de ma pile à lire, auquel j'ai mis un 4 étoiles sur 5. Je prends très peu de risques à lire du Blake Crouch en général, je me régale, ça se lit très vite, ça se dévore. Ceci dit, je le rappelle, ça reste le Blake Crouch que j'ai lu le moins palpitant. Il se lit quand même très très vite, mais comparé aux autres que j'ai pu lire, donc c'était la trilogie Wayward Pines et Dark Matter, qui là sont des vrais page-turners. Là on retrouve un peu moins ce côté addictif, puisque justement au contraire, on se pose et on réfléchit. Tout est dans la logique et l'organisation des événements. Ça reste très intéressant à lire et je vous le conseille. Après ça, j'ai lu mon abandon du mois. Je vais pas rentrer dans le détail parce que j'en parle en longueur dans un vlog spécifique qui est pas encore sorti, qui est encore en cours de tournage. J'en ai un peu marre de vous dire ça, il faut vraiment que je le termine ce vlog parce que j'ai hâte de vous le proposer et j'ai notamment très hâte que vous puissiez entendre mon avis sur cette lecture qui était The Sword of Kagan de M.L. Wang. Je peux juste vous dire, sans trop rentrer dans les détails pour pas vous gâcher le plaisir de découvrir ça en vidéo dans le vlog, au moment même où je décide d'abandonner cette lecture, parce que oui, j'ai abandonné. Et si je précise ça, c'est parce que ce roman, j'attendais sa traduction depuis qu'il est sorti, que tout le monde en a parlé sur le booktube anglophone. J'avais extrêmement hâte de le découvrir et je l'ai procrastiné pendant quasiment 1 an parce que j'avais peur qu'il me plaise pas. Et je confirme que ça ne m'a pas plu. Pour tout vous dire, je l'ai abandonné à 30% de lecture. Je me suis fait violence pour arriver jusque-là. Et j'en avais aussi pas mal discuté avec Liv de la chaîne Liv in Books parce que je savais qu'elle n'avait pas aimé cette lecture non plus. Et elle l'a terminée. Elle est quand même allée jusqu'au bout. Donc je discutais avec elle pour trouver la motivation d'aller jusqu'au bout de mon livre, jusqu'au bout de ma lecture. Mais je vous avoue que j'ai pas réussi. Ça a été une torture. Une torture. Je pourrais en parler en long, en large et en travers pendant 1 demi-heure facilement. Mais je vais laisser ça à la Olivia du vlog puisqu'elle l'a déjà fait en réalité et je suis assez satisfaite de ma critique. Si jamais vous voulez avoir en priorité entre guillemets mon avis, j'en parle sur ma critique en post Instagram, donc sur mon profil Symphonie Littéraire, mais aussi et surtout encore plus en longueur, c'est une rédaction sur Babelio. Donc sous la vidéo dans la description, vous pouvez retrouver mon profil Babelio. Mais exceptionnellement, je vais mettre un lien en rapport avec cette critique directement pour que vous puissiez retrouver ma rédaction parce que j'en suis très fière. Je me suis lâchée et j'ai aussi mis des touches d'humour évidemment, vous me connaissez. Donc oui, sachez que j'ai abandonné The Sword of Kagan et j'en parle en long, en large et en travers. Vous le saurez très bientôt, c'est promis. Mais pour que vous ayez une petite idée quand même de la chose, moi là j'ai l'impression qu'on m'a menti. Soit c'est pas possible, option numéro 1, j'ai pas lu le même livre que le reste de la planète. C'est pas possible. On m'a filé l'édition où c'est encore le brouillon, c'est pas retravaillé, ça n'a pas été réédité. Ou alors, deuxième hypothèse, il y a un espèce de groupe WhatsApp qui s'est créé sur la communauté Bookstagram, Booktube, la communauté littéraire, bref, où tout le monde s'est mis d'accord pour dire que The Sword of Kagan, c'est l'une des meilleures lectures de leur année, la meilleure fantasy, machin bidule, bref, que c'était extrêmement bon, extrêmement bien écrit, extrêmement bien réfléchi, je veux en passer des meilleurs. Donc je crois bien que toute la communauté littéraire s'est liguée pour dire que c'était extrêmement bon, mais moi je fais partie des gens qui n'ont pas reçu le mémo. Oh, je suis pas la seule, hein, puisque comme je vous le disais, Olivia Liv de Liv in Books ne l'a pas apprécié, et Mamaki de la chaîne Sous le ciel l'a aussi abandonné en cours de route. Donc ça va, je me sens moins seule, même si franchement je sais que je fais partie de la minorité. Bref, je vous lâche avec ça, mais sachez que soit vous pouvez aller lire ma critique sur Instagram ou sur Babelio, soit vous attendez encore un petit peu pour rire à mes dépens dans le vlog où je lis la sélection imaginaire du prix Babelio. Je vous jure que ça arrive. Allez, et maintenant on remonte un petit peu la pente. Sur les prochains livres, écoutez, la grande majorité, je les ai lus en vlog, donc là aussi vous pouvez retrouver mon avis détaillé. J'ai continué du coup mon mois de lecture avec La Cité des Miracles de Robert Jackson Bennett, qui est le 3e et dernier tome des Cités Divines. C'est la lecture que j'avais choisie pour me sortir de Sword of Kagan de la tête, qui avait été, comme je viens de vous le dire, une véritable torture, et je m'étais dit, je vais retourner dans un monde de fantasy que j'aime, avec des personnages que j'aime, un style d'écriture d'un auteur que j'aime
et ça va le faire. Malheureusement, j'ai été un petit peu déçue, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Je m'attendais surtout à ressentir énormément d'émotions puisqu'on retrouvait ici mon personnage préféré de la série en tant que héros, en tant que personnage principal, qui se retrouve dans une situation vraiment compliquée, à la fois physiquement mais aussi émotionnellement parlant, puis au niveau de l'intrigue évidemment. Et franchement, je l'ai trouvé long, j'ai pas ressenti d'émotion, bref, j'ai été un peu déçue. Mais j'ai terminé la série des Cités Divines. Et ça, franchement, je suis pas peu fière. Presque une semaine de lecture pour ces 560 et quelques pages. Mais fallait que je termine. Donc celui-ci, vous pouvez retrouver mon avis dans le vlog qui est sorti il y a quelques jours seulement, où j'avance dans mes séries. Ensuite, j'ai lu dans un autre vlog Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, qui est ici un roman fiction historique. Ça se passe dans les années 80, à cheval sur la fin des années 70 et le début des années 80, où on suit notre personnage principal qui s'appelle Joan Goodwin, qui est une femme qui veut absolument travailler à la NASA. Évidemment, au début des années 80, les femmes ne sont pas acceptées en tant qu'astronautes. Et c'est forcément extrêmement compliqué pour elles de prouver leur valeur et leurs compétences. Mais fin des années 70, début des années 80, la NASA va comprendre que les femmes peuvent être utiles et va autoriser celles-ci à passer les concours pour notamment devenir astronaute. C'est donc ce que Joan va faire pour réaliser son rêve. Et dans ce roman-là, on va suivre notamment un incident qui a lieu en décembre 1984 qui va faire basculer la vie de Joan à jamais. Moi, je m'attendais surtout à retrouver le combat des femmes au travers de Joan pour arriver à accéder plus ou moins à l'égalité homme-femme, à pouvoir prouver leur valeur auprès de la gente masculine et de la société. Mais je vous avoue que c'était surtout une histoire d'amour. De toute façon, c'est écrit ici, mais j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à quand même beaucoup plus creuser le sujet de la révolte entre guillemets des femmes. Et ça n'a pas été le cas. Ceci dit, j'ai quand même été très touchée émotionnellement parlant. Dans le vlog, vous pouvez me voir pleurer comme une madeleine. C'était très touchant et je me suis beaucoup attachée aux personnages secondaires. J'ai eu un peu de mal avec notre personnage principal de Joan que j'ai trouvé trop parfaite, trop lisse, tellement lisse d'ailleurs qu'elle préfère éviter la confrontation avec des personnes qui lui sont très proches et le problème n'est pas résolu. J'ai été aussi un petit peu déçue de ne pas retrouver d'épilogue à la fin. Le final est vraiment abrupt et j'aurais aimé avoir un épilogue pour clôturer certaines choses qui avaient été ouvertes. Et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. C'est pas mauvais, mais j'en attendais un peu plus. En parallèle d'Atmosphère, j'ai lu le 4e tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. C'est aussi le premier tome de la 2e intégrale, donc j'ai lu cette première partie ici, ce premier tiers, tome qui s'intitule Brume et tempête. Et j'étais plutôt contente de retrouver nos personnages et notre intrigue, surtout parce que ça avance et on commence à avoir une dimension politique, géopolitique, diplomatique qui se met en place et qui est très intéressante, dont on avait très légèrement entendu parler dans les 3 premiers tomes, mais c'était quand même très léger. En arrière-plan si vous voulez, juste pour le décor. Alors que là, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur et beaucoup plus d'importance dans l'intrigue et l'impact que ça va avoir sur les destins des personnages qu'on suit. On a aussi un petit peu plus avancé dans le côté des marchands du désert des pluies, qui est un environnement très mystérieux qu'on n'a encore jamais visité, mais dont on entend beaucoup parler et qui prend là encore de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'espace dans l'intrigue. Je suis très curieuse de savoir si on va aller faire un tour dans ce désert des pluies et on sent qu'on raccroche un petit peu le train par rapport au cycle de l'assassin royal. Évidemment, je peux pas vous en dire plus sans spoiler, mais je suis très curieuse de voir ce que ça va donner avec la suite. J'ai été quand même globalement beaucoup plus engagée dans ce tome-là que dans les 3 premiers que j'avais trouvé parfois un peu longs. Et là, je vous avoue que celui-ci, j'étais trop contente de le dévorer. Le prochain fait uniquement 250 pages, donc je vais le bouffer. Surtout s'il est dans la continuité de ce tome 4, parce que là, ça commence à devenir très intéressant. Et une fois que j'ai terminé Brume et tempête, je me suis lancée dans Iron Widow de Ziran Jay Zhao. Là aussi, un roman que j'ai lu dans le vlog spécial
série, tout comme le prochain et le dernier livre de cette vidéo, Iron Widow. Ça a été un coup de cœur les amis, un coup de cœur qui se cachait dans ma bibliothèque depuis des années. Je vous l'ai déjà dit, je le procrastinais volontairement parce que j'attendais que le tome 2 sorte pour enfin découvrir ce tome 1. J'ai toujours un peu cette appréhension de me dire, je lis un livre, j'ai jamais la suite, si ça me plaît, je fais comment? Donc là, j'avais attendu exprès la sortie du tome 2 qui avait mis quand même du temps à venir, quelque chose comme 3 ans je dirais, sauf que le tome 2 est sorti il y a quasiment 1 an, donc il était temps d'arrêter de procrastiner Iron Widow, et j'ai bien fait. C'est un univers de science-fiction qui est très largement inspiré de la Chine ancestrale. C'est d'ailleurs dit dans la note de l'autrice au tout début du roman. Elle dit notamment que ce n'est pas une fantaisie historique, mais un récit futuriste situé dans un monde tout à fait distinct du nôtre, mais qui est inspiré par des éléments culturels de l'histoire chinoise et qui met aussi en scène des figures historiques réelles transposées dans des circonstances très différentes. Effectivement très différentes puisque je viens de vous le dire, c'est dans un monde futuriste. En gros ici, le peuple de Huaxian subit les attaques incessantes des Yundun depuis des centaines, des milliers d'années même. Les Yundun, on ne sait pas trop ce que c'est des créatures un petit peu métalliques qui viennent d'on ne sait où, on dirait qu'elles tombent du ciel. Mais heureusement, le peuple de Huaxian peut compter sur les chrysalides, qui sont un peu des géants de métal, comme des Transformers si vous voulez, qui ne peuvent être pilotés uniquement s'il y a un pilote homme et une pilote femme. Les pilotes hommes sont des stars, ils sont adulés comme pas possible. Les femmes, quant à elles, elles sont quasi systématiquement sacrifiées et elles voient pas la fin du combat. Mais nous, on va suivre notre personnage de Zetian, qui en a clairement ras-le-bol du patriarcat et qui va tout faire pour renverser la donne. Là aussi, je vous en parle plus en détail dans le vlog, notamment pour le résumer, mais sachez que j'ai adoré. J'ai adoré les personnages, le world building, les thématiques proposées, à savoir la propagande, la manipulation de masse, le patriarcat et ses abus, la place de la femme et la révolte et la rébellion. Pour moi, c'est une masterclass de la female rage et rien que pour ça, j'adore l'autrice. Je lui dis un grand merci et j'ai extrêmement hâte de lire la suite parce qu'on a eu quand même pas mal de révélations que j'avais pas forcément vu venir. Enfin, en partie, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi étendu et je veux savoir la suite, je veux savoir comment on va avancer là-dedans. Bref, c'était génial. Lisez-le. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu dans son entièreté, là aussi vous le retrouvez dans le vlog des séries, c'était le tome 2 du Tombeau scellé, Harrow, la 9e, écrit par Tamsyn Muir. Le premier tome, je vous mets la photo juste ici, c'était Gideon la 9e et ça avait été mon coup de cœur de janvier. Donc forcément, j'avais très hâte de lire la suite et de découvrir le tome 2 et je le savais d'avance que ça allait être une belle briquette d'incompréhension. Et je vous le confirme, ça a été compliqué la lecture. D'ailleurs, je le mentionne avant que j'oublie, c'est le livre le plus long que j'ai lu sur le mois de février, 619 pages. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 619 pages d'incompréhension. Voilà, vous lisez ça et vous comprenez que dalle. Figurez-vous que c'est normal. C'est normal puisque dans ce tome 2, on suit le point de vue de Harrow, qui est cette jeune fille ici. On la retrouve en partie après les événements du tome 1, mais aussi parfois en partie pendant les événements du tome 1. Sauf que Harrow, elle nous le dit de suite, elle est folle. Elle est folle complet et elle est un narrateur non fiable. Alors on va retrouver des chapitres de son point de vue au présent, mais avec une narration à la deuxième personne du singulier, donc tu as fait ceci, tu as dit cela, et ça reste une narration très particulière qui est expliquée en fin de tome, mais où on ne comprend pas grand chose parce que elle-même, Harrow, ne comprend pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, la sensation qui représente très bien la majorité de ce qui se passe dans ce tome 2, c'est être paralysé quand le monde entier continue de tourner. C'est exactement ce qui se passe pour Harrow. Et on a aussi certains chapitres, comme je vous disais, qui reprennent les événements du tome 1, mais du point de vue de Harrow. Et Harrow étant folle, tout ce qu'elle nous raconte, ça s'est pas du tout passé comme ça dans le tome 1. Donc, est-ce qu'on nous a menti dans le tome 1 ou est-ce que c'est elle qui est réellement complètement barrée? Et si c'est le cas, pourquoi elle est barrée? Parce qu'elle avait l'air tout à fait normale dans le tome 1. Bref, très intéressant, mais très bizarre et difficile à comprendre. Je dirais sur 400-450 pages, on comprend que dalle, ou vraiment pas grand chose, on est
perdu, mais il faut faire confiance à l'autrice. Donc moi c'est ce que j'ai fait et je m'attendais à comprendre quand même les 150-200 dernières pages. On a pas mal de révélations, on comprend le pourquoi du comment, mais j'ai trouvé ces 150-200 dernières pages assez longues, surtout qu'il y a beaucoup d'actions, il y a du combat, il se passe des choses, mais c'est quand même vachement étiré dans le temps. Et je vous avoue qu'arrivé à la fin, j'avais quand même pas tout compris. Mais j'ai pas tout compris, pourquoi? Parce qu'on suit Harrow. Dans le premier tome, on suivait Gideon, et Gideon, elle est un peu comme nous. La nécromancie, elle gère pas. Elle a pas de pouvoir. Elle, ce qu'elle sait faire, c'est se battre. Et elle a aussi énormément d'humour. Donc c'était quand même vachement facile à suivre. C'est pas du tout le cas de Harrow. Harrow qui est quand même vachement renfermé, qui ne sait pas communiquer et qui est une personne extrêmement ambitieuse, extrêmement studieuse, qui est aussi extrêmement intelligente, et forcément ça se ressent dans la narration et dans l'avancée des événements. Mais moi j'ai pas le cerveau d'Harrow, y a plein de choses que j'ai pas compris. Donc je suis quand même très curieuse de lire le tome 3, pas forcément sur le mois de mars ni le mois d'avril, mais très certainement sur 2026 quand même, parce que j'ai envie de savoir déjà la suite et comment on va raccrocher un petit peu tous les wagons. C'était une très bonne lecture qui m'a perdue, mais je suis quand même très contente de l'avoir lu. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, parce que j'aurais aimé comprendre quand même, et j'aurais aimé un petit peu moins de longueur. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai mentionné, mais Brume et Tempête, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et Iron Widow, vu que c'était un coup de cœur, un 5 sur 5. Bon, et puis comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai entamé ma lecture du tome 4 de Dungeon Crawler Carl, Le Portail des Dieux Infernaux. Je l'ai commencé le 27 février, si ma mémoire est bonne, et j'avais lu uniquement 135 pages. Là, au moment où je vous parle, je suis arrivée à la page 402, et alors pas de panique, parce que je suis en train de tourner un vlog qui est entièrement dédié à cette lecture, donc vous allez pouvoir le retrouver très bientôt sur la chaîne. Et après, promis, je continue le vlog de la sélection Babelio 2025, imaginaire. Écoutez, c'est sur ces belles paroles et la belle briquette d'incompréhension qu'a été Harrow la 9e que je termine ce bilan de mes lectures du mois de février. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais bien que vous me disiez quelle a été votre meilleure lecture du mois de février. Et pour ce qui est de l'emoji du jour, eh bien écoutez, on va y aller avec l'emoji feu, puisque c'est quand même ce qu'on retrouve pas mal dans ce tome 4 ici présent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi. Bye bye!